Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum rahmatullah ta'ala barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gloire à Allah. Béni soit le Très-Haut. Gloire à Allah. Béni soit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gloire à Allah. Béni soit cette noble religion qui est l'islam. Mikasa, Sukasa. Ka ala fo, ka ala tɔgɔ barika da, ka masa belebele fo. Masa min ye san ani dugukolo dan. N'a ye masa min diya a bɛ se ka diɲɛ dafiri, kuma o kuma n'a bɛnna a ma n'a diyala ye. An b'o masa fo. Ka ɲini a fɛ, ya Rabbi ama a ka hakili to Mali la, a ka janto Mali la. An ka transition ɲɛmɔgɔ ko minɛ n'a bolo fila ye k'o kisi k'o tanga ka Mali sɔn lakɔrɔtali ni kunnawolo ni sutara la ka Burkina kalifa Mali masa belebele la ka Senegali kalifa a la ka Niger kalifa a la parce que Niger farala an kan fɔlɔ an tun bɛ dan jamana saba de la Mali, Burkina, Guinée. Maintenant on est 4. Mali, Burkina, Niger, Guinée. Alors, foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw sigiyɔrɔ la. Aw minnu bɛ Mali kɔnɔ ani aw minnu bɛ Mali kɔ kan. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aw minnu bɛ farafinna ani farafinna kɔ kan, an ka foli b'aw ye. An bɛna lajɛ bi ni Ala ka jɛ ye, ni Ala ka bilasirali ye, ni a jalaw talamasa ye. Ala y'an sɔn hakilina fitinin dɔ la, an bɛna o tila an ni ɲɔgɔn cɛ. Voilà, Dieu dit prenez plaisir à donner qu'à recevoir. Donc n'a y'a dame, on a dit, on garde pas. Angoïba, comment tu vas? Donc Angoïba, tu veilles au gré. Je vais me libérer de commentaires et toi tu veilles au gré. Hein? Tu ne laisses pas un petit message insultant ou dénigrant. Il faut carrément dégager tout de suite. D'accord? Merci beaucoup. Alhamdulillah, je sais que c'est chaud au Sénégal, c'est chaud, c'est chaud. J'étais en train de regarder à Ganbé, Sénégal, c'est très chaud en ce moment au Sénégal. Mais on va parler. Oh, on va parler, alhamdulillah. Alors, la CEDEAO a demandé aux différents chefs d'état-major de préparer un plan d'invasion du Niger. Les chefs d'état-major de la CEDEAO, à l'exception du Mali, de la Guinée et du Burkina, tous les autres pays, y compris le Tchad qui n'est pas membre, les chefs d'état-major des différentes forces armées, on leur a demandé de présenter un plan d'invasion du Niger. Je vous en prie, n'hésitez pas à partager au maximum. Pour les nouvelles personnes, abonnez-vous, activez la cloche de notification, suivez et aimez la page. C'est Cheikh Oumar Keïta à la pointe des analyses, des informations et des décryptages. On va continuer, mais avant d'aller au loin, je vais vous montrer comment la presse française ridiculise les États africains. Comment la presse française humilie les petits politiciens africains et les petits journalistes égarés africains. Comment la presse française se réjouit du fait que des Africains se retournent contre leur propre pays pour faire plaisir à leur maître. Alors que le jour que la Russie a lancé l'opération spéciale en Ukraine, tous les organes de presse affiliés à la Russie ont été bannis et chassés du territoire européen.
Est-ce que j'ai dit quelque chose ici? Est-ce qu'on m'a compris? J'ai dit, le jour que la Russie de Vladimir Poutine a lancé son opération spéciale pour dénazifier l'Ukraine, tous les organes de presse proches de Moscou, proches du Kremlin, proches de Vladimir Poutine, ont été bannis, suspendus et chassés de l'Europe. En d'autres termes, il n'y avait pas deux narratifs. Un seul narratif, le narratif de l'Union européenne. Voilà des Africains pervers égarés, des Africains maudits jusqu'à la moelle, des Africains indignes d'être appelés Africains, qui vendent leur pays au motif de parler d'une soi-disant démocratie, alors qu'il n'existe nulle part dans le monde où il y a une école qu'on appelle l'école de la démocratie. La seule école de la démocratie, c'est l'école de la vie. Il n'y a pas de diplôme, on apprend. La démocratie n'est rien d'autre que la cohabitation pacifique, raisonnable, intelligente entre les individus et les peuples. La démocratie, c'est un consensus sur lequel un territoire, un État souverain décide de bâtir ses règles pour asseoir une harmonie politique. La démocratie, il n'y a pas une école dans le monde où on va vous asseoir pour vous enseigner ce que c'est que la démocratie. Même les sciences politiques, c'est du bidon. Amenez-moi quelqu'un qui a un doctorat en sciences politiques, qui s'asseye avec moi, qu'on parle devant vous et que vous puissiez comprendre. Les sciences politiques ne répondent qu'à la société européenne. Les sciences politiques ne répondent pas à la société africaine, dans la mesure où nous n'avons pas les mêmes fondements, ni les mêmes cultures. Comment vous allez apprendre comment l'Européen vit et venir l'appliquer chez vous, Africains, sans comprendre que vous avez vous-même votre propre culture? Lorsque le Covid-19 a commencé à tuer, on a dit les Africains vont mourir comme des mouches. Mais le Covid-19 a fait quoi en Afrique? On dit la résilience. Non, ils sont même en train de faire des études sur des Africains pour comprendre comment notre organisme a pu développer des anticorps pour lutter contre ce virus-là. Parce que chez eux, là-bas, ils mouraient tous les jours. Mais en Afrique, ici, sauf ceux qui sont allés là-bas pour amener la maladie. Sinon, chez nous, ici, il y a là-bas. Et même, on a dit qu'on allait mourir comme des mouches. On a toujours vu l'Afrique comme le continent de la calamité, de la pauvreté. Et je vois des Africains maudits jusqu'à la moelle, maudits jusqu'à la 5e génération, qui viennent s'asseoir et défendre une démocratie qui n'a aucun fondement culturel africain, qui n'a aucune base sociétale en Afrique. Parce que le petit blanc, il fait sa démocratie. Alors, si la démocratie était véritablement aussi bon, aussi parfait, pourquoi on change les constitutions chaque fois? Pourquoi il y a des amendements? Pourquoi il y a des modifications? Pourquoi il y a des changements constitutionnels? Puisque la démocratie, elle est bonne. Mais il faut toujours nettoyer les constitutions pour les adapter. Si je peux me permettre, pour les adapter à l'actualité du jour. Si j'adapte ma constitution à l'actualité du jour, cela veut dire qu'il n'y a pas de perfection, même en ce qui concerne la Constitution. Si la Constitution, elle n'est pas parfaite, comment la démocratie peut être parfaite? Est-ce que c'est l'Afrique qui a dit notre démocratie empêche les militaires de prendre le pouvoir? Parce que les Africains doivent sérieusement réfléchir et puis inclure ça dans leur Constitution. Un président, comme les Américains l'ont fait. Et moi, je demande, et c'était là, c'était moi, lorsque le Mali était en train de faire la modification constitutionnelle, malheureusement, je n'ai pas été entendu, ou du moins, je ne me suis pas fait peut-être bien entendre. J'aurais souhaité qu'on inclue dans la constitution malienne une disposition. Tu veux quoi? Je suis en train de faire deux, dès que j'ai fini. Dès que j'ai fini, il faut aller, je viens. Tu vas aller où? Reste là-bas, je viens, Gaussou. Non, 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 tu ne peux pas dire bonjour. Je t'ai déjà dit que ce n'est pas maintenant. Tu n'es pas encore prêt. Tu as ton téléphone, va te débrouiller ça. Alors donc, excusez-moi, continuez de partager, je vous en prie. Alors, réfléchissons ensemble. N'oubliez pas de partager, hein, parce que ils ont commencé à nous attaquer, hein, depuis hier, donc ils veulent le restreindre.
notre audience, il vous appartient de briser les règles pour que le maximum de personnes sachent que nous sommes en ligne et que ces personnes-là puissent nous suivre. Je reviens. J'aurais souhaité qu'on mette dans les constitutions en Afrique, comme on a fait aux États-Unis, mais en modifiant et en l'adaptant, pour dire que tout président qui ne répond pas aux aspirations du peuple par rapport à ses engagements, il peut être destitué. Il faut que la destitution, en bonne et due forme, soit bien inscrite dans notre constitution. Comme ça, on ne va plus se plaindre qu'il y a coup d'État, il n'y a pas coup d'État. Il faut arrêter. Mets ça là-bas, je viens. Pourquoi tu me fatigues quand je travaille? Il est important de comprendre cela. Il n'y a pas de baromètre. Il n'y a pas un diplôme qu'on va passer. Voilà le diplôme pour la démocratie. Est-ce qu'il y a un diplôme pour la démocratie? Il n'y a pas de diplôme pour la démocratie. Il n'y a pas d'école. C'est une appréciation. C'est un jugement subjectif. C'est mon appréciation. C'est ton appréciation. C'est ma conviction. C'est ta conviction. Il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de baromètre. Il n'y a pas d'école. C'est le jugement. Et dès que mon jugement ne compte plus, alors ma liberté est bafouée. Dès l'instant où ma liberté est bafouée, la démocratie est remise en cause. Alors, en s'opposant à la souveraineté du peuple nigérien, la démocratie au Niger perd tout son sens. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est un premier point. Ces Africains égarés, pervers, maudits jusqu'à la moelle, qui s'associent à la presse française pour applaudir la CEDEAO, il n'y a pas plus grande malédiction que celui qui vend son propre pays, son propre continent à son ennemi. La France est l'ennemi de l'Afrique. Détrompons-nous, ce n'est pas nos partenaires. Ce sont des ennemis de l'Afrique. Quelqu'un qui vient te voler, te piller, ne peut pas être ton ami. Le jour où les États-Unis ont commencé à vendre le gaz liquéfié américain pollué, 5, 6, 7 fois plus le prix, 5, 6, 7 fois plus que le prix normal, on a entendu sa grande gueule qui pue la merde, qui pue la puanteur, Emmanuel Macron. On a entendu dire, c'est pas comme ça qu'on traite ses partenaires, c'est pas comme ça qu'on traite ses alliés, parlant de Joe Biden. Parce que le gaz liquéfié américain qui est pollué coûte plus cher, 10 fois plus cher que le gaz russe. Et Emmanuel Macron dit, il ne comprend pas pourquoi aux États-Unis, le gaz liquéfié est payé à 10 francs, mais quand ça vient en Europe, le gaz liquéfié qui est vendu à 10 francs en Amérique, on le vend à 50 francs en Europe. Pourquoi? Mais le petit idiot, il n'a pas compris que cette guerre avait pour objectif d'affaiblir l'Europe économiquement pour que l'Amérique maintienne sa position d'État dominant. Il n'a rien compris. Et c'est maintenant qu'il commence à comprendre ça. Partagez, je vous en prie. Donc, pour même pas un an, à peine quelques transactions, Macron trouve que ce n'est pas normal et que ce n'est pas comme ça qu'on traite un allié. Comment le gaz coûte plus cher aux États-Unis qu'en Europe. Mais ça fait plus de 50 ans que l'idiot, le maudit Macron, ça fait plus de 50 ans que la France pille l'Afrique. Ça fait plus de 400 ans que la France nous vole. Ça fait plus de 400 ans que la France nous tue. Ça fait plus de 400 ans que la France pille nos ressources naturelles. Et tout récemment, c'est maintenant. Areva, ça fait plus de 50 ans que Areva est en train de piller l'uranium nigérien. Et on dit c'est le président le plus courageux. Quand l'Occident vous applaudit, c'est que vous êtes une merde pour votre pays. Quand l'Europe vous applaudit, c'est que vous êtes un voleur, un vendu, un corrompu. C'est que vous vendez votre pays à vil prix. Alors, cette France du petit Macron, partagez, faites monter le mercure. On va casser les papos, comme le disent les jeunes Ivoiriens. Mais nous, ce n'est pas sur les gens.
Le plan, je viens de tomber sur le plan d'invasion de la CEDEAO. Comment la CEDEAO veut tomber sur le Niger. Appelez les autorités du Niger, faites en sorte que mon intervention arrive jusqu'au palais. Faites en sorte que mon intervention arrive au niveau des autorités du Niger. Je suis tombé sur le plan d'invasion de la CEDEAO. Comment la CEDEAO, en accord avec le Tchad et l'Union européenne, veulent envahir le Niger. Je vais vous montrer le plan tout de suite. Ne vous en faites pas. C'est l'objet de mon direct. Mais d'ici là, il faut que je présente le décor pour que chacun puisse comprendre. Les Français disent, c'est pas comme ça qu'on traite un allié. En parlant aux Américains, parce qu'ils vendent le pétrole et le gaz 3, 4, 5, 6 fois plus cher que comme c'est pas permis. Mais ça fait combien d'années qu'Areva est en train d'acheter l'uranium au Niger à 10%? Ça fait combien d'années que Total est en train d'acheter le gaz et le pétrole en Côte d'Ivoire, au Sénégal et partout en Afrique à 10%, à l'exception de la Libye, de l'Algérie, du Niger, et ça frôlait, de la Tunisie, de l'Égypte, je l'ai dit, oui, Égypte, Maroc. À l'exception de ces pays maghrébins dans le nord de l'Afrique, y compris la Libye, quel est le pays africain qui vend son pétrole à plus de 30%? Il n'y en a pas, tout est 10%. Alors la France, et pourtant la France dit, nous sommes partenaires, nous sommes ses alliés, vous nous volez et vous dites que nous sommes vos alliés. De quelle alliance vous nous parlez? Appelez le peuple du Niger, parce que c'est pour le peuple du Niger que je parle aujourd'hui. Emmanuel Macron dit, Joe Biden, c'est pas comme ça qu'on traite un allié. Tu nous vends ton gaz liquéfié beaucoup trop cher. Mais pourtant, ils achètent notre gaz à vil prix, à 10%. Notre pétrole à 10%. Notre uranium à 10%. Notre or à 10%. Notre fer à 10%. Tout ce qu'il y a comme matière première dans notre sous-sol, c'est à 10%. Le cacao, je n'en parle pas. Comment on appelle ça? Le café, je n'en parle pas. Le coton, je n'en parle pas. Alors, donc, ça fait mal. Mais pourtant, c'est ce que vous faites. Donc, la France veut continuer à piller et à voler l'uranium du Niger à vil prix. Et se plaint du prix du gaz liquéfié américain. Partagez, faites monter le mercure, réveillez le peuple du Niger. Que Keïta est sorti pour le combat. Pour ceux qui sont nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Cheikh Oumar Keïta, activez la cloche de notification, suivez et aimez la page sans oublier de donner votre avis. Alhamdulillah, on va continuer ensemble. Alors, Dieu merci, le message que nous avons lancé hier au Niger, pour le moment, ce n'est pas encore les représentations diplomatiques, mais les autorités du Niger, depuis hier nuit, ont commencé à mettre la main sur tous les ministres de Bazoum. Et on est en train de les éparpiller dans les différents camps militaires, comme je l'avais souhaité, avec les représentations diplomatiques. Personne ne sortira du Niger. Ils ont déjà pris la décision. Personne ne sortira du Niger. J'ai reçu la visite de ma chérie personnelle, Poupette. Hein? Depuis le Colorado, elle dit, Keïta, je viens te voir. Elle est venue, on était ensemble, on a passé un très bon moment, on a très bien causé. Donc Poupette était là, elle est venue à la maison, on a bien échangé, elle était toute ravissante, toute belle. Alors ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi, Poupette. Merci pour vraiment le respect. Il est mutuel. Donc, on va écouter. Je vais vous permettre d'écouter comment les Africains, les complexés, les déracinés, les pervers, écoutez ce qu'ils disent. On va écouter. On va écouter. Le président nigérien Bola Tinubu vont dans la bonne direction et pourront peut-être faire cesser l'épidémie de putsch dans la région. Les dirigeants ouest-africains ont sorti l'artillerie lourde, mais le site d'info burkinabé Waket Serra se demande, lui, si cela suffira à faire entendre raison aux putschistes. Et c'est la même question que se pose l'observateur Palga, qui voit dans les lourdes sanctions infligées tout de suite au pouvoir nigérien un signal de l'agacement
au-delà de la colère de certains dirigeants de la CEDEAO contre, je cite toujours, ce coup d'État de trop. Beaucoup de questions également dans la presse africaine sur le rôle, l'éventuel rôle de la Russie. D'après le Daily Trust, les putschistes en tout cas recherchent le soutien de Moscou pour tenter de contrecarrer cette menace d'intervention de la CEDEAO. Un scénario catastrophique dans la mesure où aucune nation ou organisation étrangère n'a autorité pour intervenir militairement dans les affaires internes d'un État souverain, rappelle un expert cité par le quotidien nigérian. Intervention ou pas pour le quotidien français L'Opinion. Ce qui se passe au Niger après le Mali montre que Paris n'a pas vu venir un nouveau coup d'État dans sa dernière pièce maîtresse du Sahel, le résultat d'un manque de décision courageuse selon le journal. Alors vous avez entendu beaucoup ça. Regardez comment la commentatrice et la présentatrice, elles sont toutes heureuses, toutes excitées parce que il y a des journalistes africains qui sont, et ils disent bravo à la CEDEAO, ils sont contents. Mais alors, je vais poser une question à la CEDEAO. La dernière visite d'Emmanuel Macron en Chine, vous vous rappelez, Macron était parti en Chine. Macron a la Chine. Il est parti avec qui? Il est parti avec la présidente de la Commission européenne, Van der Leyen, la vieille femme voleuse corrompue là. Van Lenden, enfin, son nom bizarre là. C'est pas avec. Donc, chaque fois, l'Union européenne dit toujours, quand il y a les négociations, et par moment, je vous en prie, lorsque la Chine a voulu négocier avec la même Union européenne par rapport à la route de la soie, l'Union européenne dit, après pression américaine, l'Union européenne dit que non, elle ne peut pas négocier au nom de tous les États. Qu'elle laisse la possibilité à chaque État d'accepter ou de refuser. Donc chaque fois l'Union européenne défend les intérêts des peuples, gouvernements et pouvoirs de l'espace Schengen, de la communauté européenne. Mais depuis quand avons-nous vu cette Afrique-là, Union africaine ou CEDEAO, défendre véritablement les intérêts des peuples? Je vais vous dire pourquoi. Depuis quand vous avez vu l'Union africaine ou la CEDEAO dire que trop c'est trop aux multinationales, vous ne pouvez plus continuer à imposer le quota de 10% aux États africains. Désormais, nous exigeons, s'il y a une compagnie étrangère qui veut venir exploiter le minerai en Afrique, l'Union africaine n'a jamais dit, désormais nous imposons un quota minimum, c'est-à-dire nous allons donner une fourchette entre 40 et 70%. L'État négocie. Aucun État désormais ne doit négocier en dessous de 45% ou au-delà de 70%. Est-ce que l'Union africaine, une fois, sachant bien que l'Afrique a des ressources naturelles en abondance, l'Union africaine n'a jamais défendu la prise en compte de l'exploitation de nos ressources naturelles. Jamais l'Union africaine ne l'a fait. Et c'est elle aujourd'hui qui donne 15 jours. Pendant que la France volait et pillait l'uranium du Niger, où était l'Union africaine? Elle était là, elle n'a rien fait. On met ça à côté. La CEDEAO, qui est une organisation sous-régionale, qui a été créée à l'objectif comme la CEDEAO des peuples, qui devait et qui doit veiller aux intérêts économiques des États membres. La CEDEAO qui aurait dû, même si l'Union africaine ne l'a pas fait, la CEDEAO aurait dit, ok, dans l'espace CEDEAO, on ne vendra plus le pétrole en dessous de 60%. Comme sur bénéfices réalisés pour l'État. Comme l'a fait Kadhafi, 80. On dit 60% reviennent aux États. La CEDEAO ne s'est jamais battue pour qu'on sorte du quota de 10% pour un quota de plus de 10%. C'est-à-dire 45, 50, 60, 70%. Jamais. CEDEAO maquette les clés. Alors, c'est cette organisation-là qui planifie une attaque sur le Niger. Lorsque aujourd'hui où je vous parle, le Sénégal est en feu et en sang. Le Sénégal risque de basculer d'un moment à l'autre, il risque d'avoir un basculement au Sénégal.
d'un moment à l'autre, les choses risquent d'aller rapidement au Sénégal. Où est la CEDEAO quand les Sénégalais aujourd'hui sont martyrisés? Où est la CEDEAO lorsqu'un honnête citoyen qui vient de la prière du vendredi, des agents de l'ordre le suivent volontairement pour le filmer? Dans quel but, dans quelle intention? Quelle est cette provocation? Pourquoi les droits élémentaires d'un opposant doivent être bafoués au vu et au su de la CEDEAO? Qu'est-ce que la CEDEAO a fait pour empêcher ce qui est en train de se produire aujourd'hui au Sénégal? Et le même criminel Macky Sall était assis à la table de séance de la CEDEAO hier. Vous voyez cette organisation criminelle, indigne, malhonnête. Un poids, deux mesures. Et on invite le président d'une transition. Parce qu'on a besoin de l'armée du Tchad. Maintenant, je vais développer le plan d'invasion. Préparez, je vous en prie. Partagez, partagez, partagez. Je vous en prie, partagez. C'est maintenant que nous allons rentrer dans le vif du sujet. C'est maintenant que nous allons développer. Partagez, je vous en prie. Partagez au maximum, je vous en prie. Envoyez les notifications. Que chacun prenne 1 minute, 1 seconde pour partager au maximum. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous rapidement. Je vous donne le temps de vous abonner, je vous donne le temps de partager au maximum. C'est maintenant que nous allons toucher véritablement la partie sensible de notre intervention du jour. La CEDEAO fait appel à un président putschiste. À un président putschiste. Si le peuple du Tchad a décidé de faire du fils de Déby le président de leur transition et qui se donne encore le droit de prolonger la transition tchadienne de 2 ans. Donc, il va faire... C'est ce que Alassane Ouattara, le maniaque, vous savez, Dieu nous a dotés d'une intelligence exceptionnelle pour capter, attraper les paroles dans l'air de ces présidents vauriens qui n'ont aucune crédibilité ni honneur. Alassane Ouattara dit que c'est inadmissible qu'un président de transition puisse faire 4 ans au pouvoir, que c'est pratiquement le nombre de mandats au Nigeria et au Ghana. 4 ans. Mais voilà le fils de Déby qu'ils ont invité. Et Alassane Ouattara était assis à la même table que le fils de Déby, qui est un président de la transition qui vient de se donner 4 ans. Mais Ouattara n'a pas eu le courage d'honorer sa propre parole. Dire qu'on ne peut pas l'inviter. Parce que moi, Ouattara, je suis contre les longues transitions. On ne peut pas accepter qu'un président qui se donne une transition de 4 ans, quel conseil, quelle négociation peut-il faire? Le fils de Déby au Niger, qu'est-ce qu'il peut dire? C'est pourquoi je vous ai toujours dit que moi, je suis assis, je regarde les présidents, ils me font rire. Voilà Alassane Ouattara qui vient lui-même se ripou, ce vieillard de 82 ans, sans foi ni loi, qui n'a aucun respect, qui n'a aucune considération pour sa propre parole. Lui qui dit que c'est inadmissible, c'est inconcevable. Quand la transition malienne avait proposé 3 ans ou 4 ans, il dit pas du tout. Il est contre. Ce sera pratiquement le mandat d'un président et au Nigeria et au Ghana. Mais voilà Déby qui vient de se donner 2 ans supplémentaires en plus des 2 premières années. Donc le fils de Déby va faire 4 ans de transition. Et là, Ouattara s'assoit à la même table que lui pour parler d'envahir. Vous voyez l'inconsistance, l'irresponsabilité, l'inconscience notoire de ces chefs d'État. Alassane Ouattara, c'est la honte. Je lui ai dit, Dieu va le détruire. Dieu va d'abord apporter le discrédit sur Ouattara avant de le détruire. Et ça vient de commencer parce que je suis celui que Dieu va utiliser pour détruire Ouattara. Sa crédibilité, je vais le saper. Je vais saper son moral. Je vais saper. Chaque fois qu'il va sortir, il va dire quelque chose qui n'est pas vrai. Je prends puis je vais l'allumer avec.
Ces mensonges, je vais les lui rappeler. Jusqu'à ce qu'il comprenne que trop c'est trop. Comme un vieillard comme ça là. Ce n'est pas moi. Il a dit sur France 24, lors d'un entretien, il dit c'est inconcevable, c'est même impensable qu'une transition puisse aller aussi loin. Mais voilà le fils de Dibi qu'on a invité hier à la table de la CEDEAO avec une transition de 4 ans. Alors est-ce que la CEDEAO, il y a une sorte de malédiction qui suit la CEDEAO, ou ce que les gens disent, c'est vrai, la CEDEAO est une organisation maudite, un syndicat de présidents maudits. Comment vous pouvez appeler un fils de Dibi qui a tué son père et jusqu'à aujourd'hui, aucune vérité n'a été établie sur la mort mystérieuse de Dibi. Ceux qui sont supposés, ou du moins ceux qui ont été supposés être à l'origine, il les a libérés. Il les a libérés. Le fils de Dibi a libéré ceux qu'on a pointés du doigt comme responsables de la mort de son papa. Il les a libérés. Après quelques mois d'emprisonnement, il les a libérés. C'est le fils de Dibi qui a fait ça. Alors que la vérité sur la mort d'Idriss Déby n'a pas été établie. Mais c'est son fils qui va faire 4 ans de transition. C'est ce petit-là qu'on a appelé pour s'asseoir et dire d'aller parler au Niger. Mais vous savez, il y a une bonne raison pour ça. Parce que le Tchad a une très bonne collaboration avec la France. Le Tchad a une très bonne collaboration avec la France. Le Tchad a une collaboration militaire avec la France. Le Tchad est un allié partenaire et stratégique de la France. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément. Je suis tombé sur le plan que la CEDEAO, partagez, je vous en prie, tout le Niger devait être connecté en ce moment. Tout le Niger devait être là pour écouter ce que je suis en train de dire. Partagez au maximum. Alors, voilà ce qui est, voilà ce que ils ont préparé contre le Niger. Je vais vous montrer le plan. J'espère que vous allez, je vais vous inviter. Voilà le plan d'attaque du Niger. Voilà un peu. Je laisse ça pour que vous puissiez voir un peu. Voilà le plan que la CEDEAO a préparé. Le plan, c'est comment? Le Tchad fait frontière près de 1000 km avec le Niger. Vous avez entendu l'intervention du porte-parole du CNSP, Conseil national pour la patrie. Ils ont dit que la CEDEAO veut s'allier à des pays africains non membres de la CEDEAO pour attaquer le Niger. Des pays africains non membres de la CEDEAO, en l'occurrence le Tchad. C'est le Tchad seulement qui fait 1000 km avec le Niger. Donc, le Niger sera attaqué par le Tchad à partir de la frontière tchadienne. Ça, c'est un premier point. Ensuite, le Nigeria lui-même, à peu près 900 km avec le Niger. Donc, le Nigeria, ils vont faire un attroupement, ils vont faire une concentration de troupes à partir du Nigeria. Puisque le Nigeria fait frontière avec le Tchad. Puisque le Nigeria fait frontière avec le Tchad. Écoutez bien, le Nigeria fait frontière avec le Tchad. Donc, les troupes tchadiennes vont faire mouvement vers le Nigeria. C'est pas fini. Bénin de Patrice Talon. Il y a 3 pays contributeurs de troupes. Je ne sais pas comment la Côte d'Ivoire peut fournir des troupes à partir du Togo, Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone. Si jamais ils doivent intervenir, je vous donne le scénario. Mais et en même temps, je vais apporter comment bloquer ceci. Voilà, ça c'est le plan. Les chefs d'état-major de la CEDEAO, c'est sur ce schéma qu'ils ont travaillé. La Côte d'Ivoire fournit quelques troupes. Le Togo va fournir tout ça. Ce sont les forces spéciales, forces spéciales ivoiriennes, forces spéciales togolaises, forces spéciales béninoises. Donc, ils vont faire un mouvement de troupes vers le Nigeria. Et la plus grande troupe, la plus grande concentration sera le Tchad et puis le Nigeria. La Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo, ce sont les forces spéciales qu'ils vont donner.
Voilà comment ils ont travaillé leur scénario. Et c'est à partir, ils vont lancer des opérations massives pour commencer à occuper certaines positions. C'est pas ça? Pour pouvoir faire un mouvement vers la capitale de Niamey. Je vous en prie, peuple du Niger, écoutez-moi. Ce que je dis, je ne parle jamais comme ça. Et Dieu se le sait. C'est ce que je suis en train de dire, je suis en train de mentir. Peuple du Niger, écoutez-moi. Donc, lorsque ce mouvement de troupes va se faire à partir du Nigeria, la concentration, soit, il y a deux options. Soit le Tchad va entrer directement, soit le Nigeria va attendre les forces spéciales ivoiriennes, togolaises, béninoises, en plus des troupes nigériennes pour maintenant entrer à partir du Nigeria. Puisque la Côte d'Ivoire ne peut pas entrer à partir du Niger. Le Togo ne peut pas. C'est le Bénin qui peut. Mais le Bénin, c'est trop risqué. Donc, ils vont venir rejoindre les troupes nigériennes au Nigeria et puis essayer de faire mouvement vers le Niger. Voilà le plan sur lequel la CEDEAO a travaillé. Et voilà pourquoi le Tchad a été impliqué. Parce qu'on veut utiliser le Tchad. Vu que c'est le Tchad qui est venu à la rescousse du Mali à l'époque. Donc, on s'est dit que le Tchad a une expérience de la guerre. Le Tchad, ce n'est pas pour rien. La Côte d'Ivoire n'a pas l'expérience de la guerre. Le Bénin n'a pas l'expérience de la guerre. Le Togo n'a pas l'expérience de la guerre. Voilà trois pays qui n'ont aucune expérience. Ils ont la formation, mais n'ont pas l'expérience de guerre. Alors, donc, voilà ce qu'ils veulent faire. Donc, comme le Nigeria a une très mauvaise expérience de la guerre et une très mauvaise expérience de la guérilla par rapport à Boko Haram. Mais c'est le Tchad qui a beaucoup d'expérience. Donc, ils vont s'appuyer sur un pays qui est beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus aguerri. C'est-à-dire le Tchad. Donc, en s'appuyant sur le Tchad, ils peuvent faire une invasion. Mais en même temps, les risques sont énormes. Quand vous engagez les troupes au sol, vous êtes certain de perdre. Vous perdez l'effet, parce que dans une guerre, quand vous voulez attaquer, il y a ce qu'on appelle l'effet de surprise. L'effet de surprise, c'est ce que les Américains ont fait en Irak, mais malgré tout, ils ont perdu beaucoup de soldats. Quand vous engagez les troupes au sol, les troupes qui ne maîtrisent pas, parce que le Niger maîtrise le Niger mieux que quiconque. Le Niger connaît le Niger mieux que quiconque. Il y a des troupes tchadiennes qui sont déjà au Niger. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. À un moment donné, on nous a signalé une grande présence de troupes tchadiennes au Niger. Et ces troupes, on dit que ces troupes étaient orientées vers le Burkina. Donc si ces troupes tchadiennes qui sont au Niger sont encore sur place, ces troupes peuvent répondre du commandement tchadien et se retourner contre le Niger. C'est pourquoi j'ai dit hier dans mon intervention, je demande aux autorités du Niger de positionner des blindés devant toutes les bases militaires étrangères qui sont établies au Niger. De ne permettre à aucun élément de sortir. Ils n'ont qu'à imposer un blocus sur toutes les bases militaires présentes au Niger. Parce que s'ils permettent à ces bases-là d'avoir des mouvements libres, le temps qu'ils se rendent compte, ce sera trop compliqué. Ils risquent, si jamais l'option militaire est toujours sur la table, ils risquent d'infiltrer la capitale et rendre la tâche beaucoup plus compliquée et il y aura plus de victimes collatérales et le Niger risque d'aller en feu. Donc, toutes les bases militaires étrangères au Niger, le Niger d'abord doit révoquer tout. D'abord, le Niger révoque toutes les bases militaires, c'est-à-dire qu'on ne veut plus. Donc, le Niger dénonce tout, révoque toutes les présences. Et en le faisant, en même temps, le Niger se donne la légitimité de répliquer. Ça veut dire quoi? D'abord, il prend une décision politique, il révoque toutes les décisions, il révoque tous les accords, il révoque tout ce qu'il y a comme coopération, et ensuite, ils vont positionner les blindés devant toutes les bases militaires au Niger. Les bases étrangères, ils positionnent des blindés, suffisamment de blindés devant ces gens-là. Si vous voulez sortir, on vous attaque. Et demandez le soutien aérien du Mali. Demandez le soutien aérien du Mali. Le Niger doit demander le soutien aérien du Mali. Même s'ils ont des avions, ils n'ont pas suffisamment d'avions pour repousser s'il y a une attaque. Alors donc, le Nigeria peut dire que nous avons des avions. Donc, par rapport à l'effet de surprise, le Nigeria peut dire on va bombarder. Mais vous allez bombarder bêtement et aveuglément. Vous bombardez le palais, Bazoum est dedans, Bazoum va mourir. Bazoum, ce n'est pas Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, lui, il a la bénédiction de Dieu. Mais Bazoum, il a été lâché par Dieu.
Donc, si vous voulez bombarder le palais présidentiel de Niamey, ce sont vos propres collaborateurs, ce sont vos diplomates que vous allez tuer. Parce que la manière dont ils ont commencé à arrêter les anciens ministres, nous leur demandons d'imposer un blocus sur toutes les... C'est-à-dire que toutes les représentations diplomatiques, il faut imposer des blocus. J'insiste, peuple du Niger, vous vous amusez à un jeu dangereux. Vous êtes... Moi, j'aurais souhaité que vous soyez encore dehors, mais vous êtes allés dormir. Vous êtes en train de mettre votre transition en péril, peuple du Niger. Vous ne devez pas. Vous devez rester dans la rue jusqu'à ce que, comme le Burkina l'a fait, jusqu'à ce que le président prête serment. Que Bazoum ait démissionné, parce qu'il n'a pas encore prêté serment. Donc, il y a une confusion. Bazoum, légalement et légitimement, il est toujours président. Donc, il faut qu'il prête rapidement serment. Bazoum ne sera qu'un ancien président. Qu'il ait démissionné ou pas, ce n'est plus le problème de quelqu'un. Il faut qu'il prête serment. Une fois qu'il va prêter serment devant la juridiction compétente au Niger, parce que je sais que les Occidentaux ont commencé à mettre la pression sur les juges de la Cour suprême ou de la Cour constitutionnelle, je ne sais pas au Niger devant qui on prête serment, mais ils ont commencé déjà à travers leur représentation diplomatique à mettre la pression qu'ils n'acceptent pas que le président prête serment. Et parce qu'une fois qu'il va prêter serment, c'est fini. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Une fois qu'il va prêter serment, c'est fini. Bazoum démissionne, Bazoum n'est plus président. Parce que jusqu'à présent, il n'a pas encore prêté serment. Et ça, c'est l'erreur qu'il faut éviter. Donc, il faut aller rapidement à la prestation de serment. C'est ce que je propose. Dès qu'il prête serment, il a les pleins pouvoirs pour agir. Ensuite, il révoque toutes les présences militaires au Niger. Il fait positionner des blindés devant. Et puis, les représentations diplomatiques, ils imposent des blocus. Et aucun diplomate ne sortira du Niger. Aucun diplomate de la CEDEAO, aucun ambassadeur, aucun consul, aucun membre d'une ambassade de la CEDEAO ne doit quitter le Niger. S'il veut l'attaquer, qu'il sache à quoi il s'expose. Donc, ça c'est un premier point. Alors, le fait de choisir Dibi, c'est une insulte. Vous n'avez pas compris. Le fait d'avoir choisi le fils de Dibi, c'est dire que nous, présidents démocratiquement élus, on ne peut pas se rabaisser pour aller parler à des petits putschistes qui ont pris le pouvoir par les armes. Voilà pourquoi ils ont appelé un putschiste comme eux. Mais ils ne peuvent pas appeler Doumbia. Ils ne peuvent pas appeler Assimi. Ils ne peuvent pas appeler Ibrahim. Donc, ils appellent un autre putschiste qui n'est même pas de la CEDEAO parce que à demander, même à un ancien président, d'aller parler à des putschistes, c'est légitimer le pouvoir. Donc, ils se disent, ça c'est Alassane Ouattara qui développe ces genres de théories. Aller parler à ces putschistes-là, c'est légitimer leur pouvoir. On ne peut pas légitimer un coup d'État. Donc, aucun président démocratiquement élu de la CEDEAO n'ira parler avec eux. On va prendre un président qui n'est même pas de la CEDEAO. On va les rabaisser, on va les ridiculiser. Donc, en les rabaissant, en les ridiculisant, on va prendre un président d'une transition dans un pays qui n'est même pas membre de la CEDEAO pour les ridiculiser. Mais en même temps, ce pays-là, on va lui demander son soutien militaire en cas de mise en place de notre action militaire. Voilà pourquoi le fils de Dibi a été appelé. Moi, je vous dis, ici, il n'y a pas de retenue. Ici, c'est la vérité crue. Ici, c'est l'information crue que je vous donne. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de maquillage. Il n'y a pas de tabou. Ici, je vous donne ici une véritable information sans détour. Une information propre, à la hauteur. Alors, vous avez bien saisi. Donc, on envoie un putschiste pour aller parler aux putschistes. On envoie un putschiste pour aller parler aux putschistes. C'est pourquoi, et ce n'est pas tout, je vais vous... Oh merde, est-ce que j'ai l'image? Vous avez... C'est pourquoi le président de la transition a refusé de recevoir. Il n'a pas... Lui-même, comme il a vu qu'il s'est senti ridiculisé. C'est pourquoi je dis que les militaires sont extrêmement intelligents. Les militaires, ils ont la discipline, ils ont le discernement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donnez-moi une seconde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait?
qu'est-ce qu'ils ont fait? Je répète, qu'est-ce que les militaires ont fait au Niger? Le président, le général, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui a reçu le fils de Dibi. Ce n'est pas lui qui a reçu le président de la transition tchadienne. Non. Il a envoyé son chef d'état-major pour le recevoir. Est-ce que vous voyez comment le Niger est en train de ridiculiser la CEDEAO? Il croyait qu'en envoyant Dibi, les militaires là vont trembloter. Ils vont faire. Il dit, si c'est comme ça là, il dit lui-même il ne le reçoit pas. Même si c'est un président, il ne l'a pas reçu. C'est l'autre là, c'est l'autre, l'ancien chef d'état-major que l'autre a destitué là. Hein? Maudit, je crois, le colonel Maudit, ou bien je ne sais pas son nom. Celui qui était venu au Mali là, non? C'est lui qui a reçu Dibi. Le président du Niger lui-même, il dit non. Non, est-ce que vous savez que le général là, il est grave? Je ne le connais pas. Je ne connais pas son parcours. Mais le général là, les gens parlent de lui. Sa tête travaille. Si vous nous ridiculisez en nous envoyant un président qui n'est même pas de notre espace, parce qu'il a fait coup d'État, donc vous nous ridiculisez. Parce que c'est la théorie. Maudit, voilà, merci, maudit, oui, c'est ça, maudit. Donc, lui aussi, donc le président aussi dit, je ne reçois pas Dibi. Il envoie son chef d'état-major pour discuter avec lui. Ça veut dire que ça a été Salif Maudit. Merci beaucoup, Sango. Donc, ça a été un échec. Si le président l'avait reçu lui-même personnellement, il allait avoir une lueur d'espoir. Donc, ça a été, et comment on appelle ça, le bâton du berger. Ça dit, on a tapé, il dit, ah bon, vous me tapez, moi je vous dis que je suis prêt. Mais est-ce que vous croyez qu'en prenant le pouvoir au Niger, là, les gens ils ont bien regardé leur arsenal militaire, ils ont bien regardé leur équipement militaire, ils ont bien regardé leur formation militaire, ils ont bien regardé le moral des troupes. En prenant les rênes du pouvoir, ils savaient très bien qu'il peut avoir une agression militaire extérieure. Donc, c'est en connaissant, pendant que la CEDEAO est en train de vociférer, piailler, gueuler, eux, ils sont en train de travailler dans l'ombre. Ils sont en train de se préparer pour attendre copieusement et sérieusement la CEDEAO. Tous les soldats CEDEAO qui vont atterrir au Niger, ils ne vont pas sortir en vie du Niger. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, 90% des soldats là, ils vont mourir au Niger. Si jamais ils veulent s'attaquer au Niger. Parce que le Niger est prêt à aller jusqu'au bout. Parce que vous n'avez pas une idée. La même situation qu'on a vue en Ukraine. Lorsqu'ils ont commencé à armer la population. Parce que si nécessaire, la population sera armée. Si nécessaire, la population sera armée. Pour venir en renfort à l'armée. Donc, les gens, ils n'ont qu'à bien réfléchir. Si les opérations militaires pouvaient changer quelque chose, le Yémen, l'Arabie Saoudite qui a plus de moyens que l'Union africaine et la CEDEAO réunis, l'Arabie Saoudite aurait réussi au Yémen. Si les opérations militaires pouvaient changer quelque chose, l'OTAN allait réussir en Ukraine. Poutine allait réussir. Aussi bien Poutine que l'OTAN, tous ont échoué d'une manière. Mais Poutine, au moins, il a freiné quelque chose. Il a atteint son objectif, certainement oui. Alors, est-ce que l'OTAN a réussi en Ukraine? Malgré ces milliards et ces milliards de dollars qui ont été investis en armement. La CEDEAO est-elle assez bête pour ne pas comprendre que voilà l'Ukraine où il y a une guerre en cours, voilà le Yémen où il y a une guerre en cours, voilà la Syrie où une guerre a pris fin. Aucune opération militaire n'a réussi dans aucun de ces pays. Alors comment la CEDEAO peut imaginer qu'elle peut réussir, elle qui n'a aucun moyen, qui n'a aucun financement, elle dont les pays croulent sous le poids de la dette. Alors, comment vous pouvez imaginer ça? Il faut être assez idiot pour croire qu'une opération militaire peut réussir. Ça ne peut pas. Alors, donc, on a utilisé Dibi, d'abord, de par la position géostratégique. Le Tchad a une alliance forte avec la France. La France va mandater le Tchad pour veiller sur ses intérêts au Niger. Donc, le Tchad, qui fait une frontière de plus de 1000 km, a été pris en considération et impliqué dans la mise en place du plan diabolique et satanique pour attaquer le Niger.
Le Nigeria qui n'a aucune expérience sauf que de tuer et massacrer. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo n'ont aucune expérience de guerre. Ce n'est pas le Mali, ce n'est pas le Burkina. Le Mali est plus expérimenté que n'importe quel pays de la CEDEAO en termes de guerre. Le Tchad a l'expérience et l'expertise, ça je n'en disconviens pas. Mais est-ce que le Tchad peut réussir? C'était Dibi qui était aux manœuvres, ce n'est pas son fils. Donc Dibi c'était un génie militaire, ce n'est pas son fils. Donc, croire que vous allez capitaliser sur le Tchad d'Idriss Déby, mais c'est dangereux. Parce que c'est Idriss Déby lui-même qui concevait ses plans. Mais est-ce que son fils, là, est-ce que c'est un génie militaire comme son père? Son fils, là, est-ce qu'il a la maîtrise comme son père? Donc, ce que je sais, voilà les pays limitrophes. Mais s'ils font descendre des troupes, les troupes là sont vouées à l'échec. Ce serait un carnage pour la CEDEAO. Si la CEDEAO engage ses troupes, ce serait un carnage. Parce que dans tout le monde, on vous dira, avant d'engager les troupes au sol, il faut d'abord neutraliser avec les avions les bases, les armes lourdes. Il faut d'abord neutraliser les armes lourdes. Mais les armes lourdes là, où ça se trouve là, même si la France vous donne les indications, mais c'est l'ambassadeur de France que vous allez trouver dans un camp où se trouvent les bases, les armes lourdes. C'est l'ambassadeur du Nigeria que vous allez retrouver dans un autre camp militaire où se trouvent les bases lourdes, les armes lourdes. Donc partout où se trouvent les armes lourdes, on déplace les représentants des consulats, des ambassades, et puis on les met dans les camps militaires où se trouvent les armes lourdes du Niger. Vous voulez bombarder les camps militaires? C'est pas Gbagbo le Roi où on a bombardé les camps militaires, parce qu'à l'époque, l'Internet n'était pas peut-être assez évolué comme aujourd'hui pour dire ce qu'il fallait faire. Mais aujourd'hui, nous disons au peuple du Niger, vous allez localiser toutes les bases où les gens, le Niger sait où il veut l'attaquer. Donc, le Niger doit déployer sur toutes les bases où se trouvent ces armes lourdes, les représentants diplomatiques de la CEDEAO. Vous voulez attaquer, c'est vos ambassadeurs, vous allez tuer. C'est vos consuls, vous allez tuer. Donc que le Niger soit prêt à aller jusqu'au bout, sans retenue. C'est la guerre. Ou eux seront tués, ou c'est la CEDEAO qui gagne, ou c'est eux qui gagnent. Donc s'ils veulent engager ce bras de fer au niveau militaire, que le Niger soit prêt à tous les niveaux pour relever tous les défis. Et ne permettre à aucun membre d'une organisation ou d'un consulat, à aucun membre d'une ONG étrangère de quitter le sol nigérien. Vous voulez attaquer, ils seront les premiers en ligne. C'est tout. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, on comprenne. Ils ont pris les... Si aujourd'hui les militaires sont au pouvoir, mais on a vu la mobilisation populaire. S'ils étaient vomis par le peuple, on a vu au Soudan, la population n'est pas d'accord. La population sortait chaque fois. La population sortait chaque fois pour protester, pour dire qu'elle n'est pas d'accord avec les militaires, jusqu'à ce que ça devienne une guerre entre les deux fractions. C'est le Soudan. Aujourd'hui, le Soudan est là. Est-ce que la situation du Soudan n'inspire pas la CEDEAO? Est-ce que la situation du Soudan n'interpelle pas la CEDEAO? Mais si Bazoum est fini, c'est fini. Au lieu de vous attaquer à ceux qui ont pris les armes, pourquoi vous n'avez pas pris le temps de gérer? Pourquoi Bazoum, quand il faisait ces bêtises-là, vous croyez que l'élection, c'est la démocratie? L'élection n'est pas la démocratie. L'élection, ce n'est pas la démocratie. C'est un élément de la démocratie, ce n'est pas la démocratie. Vous laissez les présidents véreux, inutiles, des menteurs, des voleurs, des corrompus, ceux qui ont truqué les élections pour vous les laissez manipuler, tuer et voler le peuple. Maintenant, quand des citoyens patriotes se lèvent parce qu'ils portent des tenues, vous dites que ce n'est pas normal. Mais où étiez-vous? Aujourd'hui, vous regardez le Sénégal, vous ne dites rien. Vous fermez la bouche. Mais demain, quand Macky va tomber, vous allez encore prendre des sanctions contre le Sénégal. C'est ça? C'est ça? C'est ça, là, la CEDEAO? Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez aucune dignité. Vous n'avez aucune crédibilité. Vous êtes la honte et l'humiliation de ce beau continent. Mais s'il y a un problème, pourquoi vous, au lieu de gérer le problème, vous laissez, vous fermez les yeux au motif que ce serait une ingérence? Mais quand les compagnies, les multinationales viennent voler nos ressources, vous n'avez jamais dit un seul jour, la CEDEAO n'a jamais dit que désormais les ressources naturelles au niveau de la CEDEAO
seront vendus à 50% ou à 40% ou à 70%. Voleurs idiots. Vous acceptez les 10% et quand la population prend conscience, la France dit qu'elle est menacée, les intérêts de la France sont menacés. La France, tu n'as rien vu encore. Ça vient. Pendant que la CEDEAO est en train de gueuler et piailler, ils sont en train d'arrêter tous les ministres. On leur demande. Vous avez vu un ministre qui est en train de pleurer, non? Il y a plein qui se sont cachés. Je viens d'apprendre qu'il y a plein de ministres qui ont commencé à se cacher. Ils cherchent à sortir du Niger. Ils faisaient la grande gueule. Tous les ministres, tous, ils ont mis la main sur... Il y a 4 ministres qui ont été arrêtés hier nuit. Et il y a beaucoup qui ont fui. Ceux qui sont à l'étranger, ça c'est leur chance. Mais tous ceux qui sont au Niger, il y a plein qui ont fui pour aller se cacher dans les représentations diplomatiques. Plein. Pendant que la CEDEAO gueule là, ils sont en train de travailler. Et vous croyez qu'ils ont peur de la CEDEAO? Vous croyez qu'ils ont peur de la CEDEAO? Je vous ai présenté le plan d'attaque de la CEDEAO, mais cela ne veut pas dire que le Niger a peur de la CEDEAO. Cela ne veut pas dire que la CEDEAO va passer à l'action. Ils découvrent qu'on est au courant parce que la CEDEAO ne s'attend pas que nous on décortique de cette manière parce qu'ils nous ont sous-estimés. Ils n'ont pas compris notre engagement, notre détermination patriotique et panafricaniste. Et nous allons continuer à montrer ce plan d'invasion qu'ils sont en train de préparer jusqu'à ce qu'ils tombent à l'échec, jusqu'à ce que ce soit un échec complet et total. Attaquer le Niger à partir du Nigeria, du Tchad, du Bénin et le soutien des troupes du Togo et de la Côte d'Ivoire, nous sommes au courant. Du Libéria, de la Sierra Leone, nous savons ce qui se prépare. Et nous allons donner l'information de sorte que cela soit voué à l'échec. Vous n'allez pas réussir. Donc nous demandons une fois de plus au peuple du Niger. Arrêtez d'aller dormir, ce n'est pas le temps de dormir. Arrêtez de rentrer dans vos salles, dans vos salons climatisés. Arrêtez de dire qu'il pleut. Restez dehors jusqu'à ce que ce pouvoir soit restauré. Jusqu'à ce que, quand je dis restauré, je veux parler de ceux qui sont au pouvoir actuellement, les militaires. Peuple du Niger, on ne vous dit pas de sortir pour aller casser. Mais si la France fait des déclarations belliqueuses, montrez à la France que vous avez les moyens de vous attaquer à ses intérêts sur le sol nigérien. Parce que le Nigeria, c'est chez vous. Si la France n'est pas d'accord, qu'elle enlève ses intérêts. Alors, vous voyez, la France, elle parle de ses intérêts au Niger. C'est comme le Niger est une partie de la France. Poutine a bloqué tous vos intérêts en Russie. Vous avez fait quoi? Vous avez vu parler? Vous avez vu Macron dire, quand Poutine a saisi tous les actifs de la France en Russie, vous avez entendu Macron dire, on va répliquer avec la plus grande blabla. Vous avez entendu? Vous l'avez entendu? Vous avez vu la France menacer la Russie? Parce qu'ils ont affaibli nos pays. Ils ont abruti nos présidents. Bande d'idiots, d'irresponsables présidents. Africains vendus et corrompus. Lâche que vous êtes. Quand Poutine saisit les actifs en France, est-ce que la France menace la Russie? Parce qu'elle sait qu'elle a en face d'elle une nation puissante et nucléaire. Mais quand on regarde le Niger, c'est un petit pays qu'on peut... Donc on menace le Niger. Peuple du Niger, je vous ai parlé, je ne peux pas me tuer, je vous parle, écoutez-moi. Peuple du Niger, écoutez. La France vous menace, mais elle est incapable de menacer la Russie. Pourquoi? Parce qu'elle a abruti votre armée, elle a abruti vos responsables. Maintenant qu'il y a une prise de conscience pour remettre l'armée sur pied, pour remettre de l'ordre dans les affaires publiques, elle les menace. Demandez à la France pourquoi elle n'a pas menacé lorsque la Russie a saisi tous les actifs des sociétés françaises. Total a investi des milliards d'euros que Poutine a saisi. Vous avez vu la France piailler à cause des petites stations et le vol à outrance d'Areva. Alors, vous croyez que c'est... Et on vous menace dans votre pays, on vous menace sur votre sol, on vous vole, on vous menace. Niger, non, trop c'est trop, il faut arrêter à un moment donné. Ce n'est pas le temps de rentrer à la maison pour aller manger les plats délicieux qui sont préparés par nos mamans, nos épouses. Non. Restons dehors, buvez l'eau sous le soleil. Ce que vous faites là, c'est pour des générations à venir. La France, la Russie a tout bloqué. La France a fait quoi? Elle a pu même pas dire pourquoi. Et c'est elle qui sort
avec un communiqué bidon pour menacer le Niger. On ne peut pas accepter ça. Cette époque est terminée. Ils n'ont pas encore compris. Ils ont du mal à accepter. Mais peuple du Niger, cette révolution, vous la maintenez, vous la confirmez et vous soutenez cette révolution jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vous redéfinissez votre pays. Si nécessaire, faites voter une nouvelle constitution. Changez tout. Revoyez votre code minier. Arrêtez et sortez dans le système de 10%. Arrêtez l'exploitation d'Areva et dites-lui que non, nous sommes en train de réfléchir sur un nouveau code minier. Et vous imposez un quota de 70%. Après nous à laisser. D'ailleurs, la Russie a manifesté ses intérêts pour l'uranium nigérien. Votre prix est le prix de la Russie. Il a dit votre prix sera notre prix. Vous volez pour faire croire que vous avez l'argent. Vous volez pour faire croire que vous êtes développé. Vous volez pour faire croire que vous apportez l'aide au développement. Vous volez, vous pillez nos ressources et vous nous faites croire que c'est vous qui nous aidez. C'est vous qui apportez l'aide au développement, l'aide budgétaire, aide au développement. Vous nous envoyez ces ONG bidons, minables et ridicules pour nous humilier davantage. Peuple du Niger, on est ensemble. Voilà le plan d'invasion de la CEDEAO à partir du Tchad, du Nigeria et du Bénin. Mais d'ici là, interpellons nos autorités nigériennes pour prendre toutes les dispositions pour contrecarrer. Il faut imposer des blocus non seulement aux représentations diplomatiques, mais à toutes les bases étrangères militaires sur le sol du Niger. Et empêcher tous les diplomates de la CEDEAO, consuls et autres, à sortir du Niger. Si la CEDEAO veut s'attaquer, la CEDEAO nous trouvera sur son chemin. D'ici là, portez-vous bien, Inch'Allah, demain, avec l'aide de Dieu, on va encore, cette fois-ci, j'espère qu'on pourra toucher du doigt les grands discours d'Assimi Goïta et les grandes orientations qu'il a données, sans oublier la rencontre de Choguel Kokala Maïga avec la GRFP. D'ici là, portez-vous bien.